Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. On parle souvent ces jours-ci de la réforme de l'audiovisuel public. Fin juin, une grande partie des salariés de Radio France, notamment France Inter, France Info, ont fait grève pendant plusieurs jours pour dénoncer le projet. Au départ, en 2017, l'idée était de fusionner France Télévisions, Radio France et l'INA. Aujourd'hui, le texte qui arrive au Sénat le 10 juillet prévoit de créer une holding, une maison mère chapeautant ces entreprises. D'après la ministre de la Culture, Rachida Dati, cela renforcerait l'audiovisuel public. Les opposants au projet affirment que cela aurait l'effet inverse. Pourquoi Rachida Dati s'investit autant dans ce dossier? Que prévoit précisément la réforme? Code Source fait le point aujourd'hui avec deux journalistes du Parisien, Ludwig Gallet du service politique en charge du Parlement et Benoît Daragon du service culture, spécialiste média. Il ne s'agit pas de décrédibiliser les journalistes qui vous posent des questions, par exemple, et puis on va passer à autre chose. Avec Mediapart, on peut tout à fait saisir. Vous pouvez avoir une enquête. C'est pas très reluisant ce que vous faites, Madame Dati. C'est une séquence qui a été vue des centaines de milliers de fois. Rachida Dati qui attaque Patrick Cohen sur le plateau de C'est à vous sur France 5 le mercredi 18 juin. Ludwig Gallet, d'un mot, rappelez-nous l'essentiel de cette affaire GDF-Suez qui touche la ministre de la Culture, Rachida Dati. Donc c'est une affaire qui date d'il y a un peu plus de 15 ans, qui est liée à l'affaire Carlos Ghosn-Renault, pour laquelle Rachida Dati a mis en examen pour des faits notamment de corruption passive. C'est deux magistrates du parquet national financier qui avaient entendu Rachida Dati dans le cadre de cette affaire, et elle soupçonnait l'actuel ministre d'avoir possiblement reçu de l'argent de façon indirecte de GDF-Suez par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats, à savoir deux versements de 149 500 € dont elle aurait bénéficié. Et ces deux versements, donc pour près de 300 000 €, ont été révélés par complément d'enquête de France 2 et par le Nouvel Observateur. En clair, de quoi elle est soupçonnée ? Elle est soupçonnée d'avoir été rémunérée de façon indirecte par GDF-Suez, notamment pour des prises de position qu'elle a eues lorsqu'elle était eurodéputée, qui auraient été favorables à l'industrie du gaz et en particulier à cette entreprise. Benoît Daragon, Patrick Cohen, qu'est-ce qui lui est reproché dans cet article de Mediapart daté du 3 février ? C'est un article qui rappelle ses années quand il était présentateur de la matinale de France Inter, donc entre 2010 et 2017. Et Mediapart a recueilli les témoignages d'une vingtaine de salariés de l'époque, que ce soit des assistants ou des personnes qui ont des postes à responsabilité. Et toutes ces personnes interrogées parlent d'un climat assez anxiogène pendant les années Patrick Cohen, qu'il était très dur, très cassant, qu'il pouvait faire des remarques à l'antenne ou hors micro pendant même la matinale. Patrick Cohen, c'est quelqu'un de très minutieux, de très précis dans ce qu'il dit, et il exige la même chose de tous ses collaborateurs. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne supporte pas bien ce qui lui paraît médiocre, et il peut se montrer très cassant avec les personnes qui ne le jugent pas au niveau. Ce jour-là, sur le plateau de C'est à vous, Rachida Dati est interrogée par Patrick Cohen sur l'affaire GDF-Suez et elle choisit de répliquer en évoquant l'article de Mediapart. Oui, Patrick Cohen l'interroge pour avoir une réaction donc, à ces révélations qui ont eu lieu quelques jours plus tôt dans Complément d'enquête et dans le Nouvel Obs. La question était de savoir, est-ce que ces revenus de GDF-Suez ont été déclarés au Parlement européen dans la mesure où nous ne vous êtes pas déportés lors des votes au Parlement européen qui concernaient ce dossier. Vous savez comment ça marche au Parlement européen ? Et en fait, elle veut expliquer que tout ce qui est écrit dans la presse n'est pas forcément juste. C'est ça son raisonnement. Et elle veut illustrer ça en rappelant l'enquête de Mediapart de Patrick Cohen en lui demandant si c'est vrai. Mais c'est vrai qu'elle se montre très agressive, très tenace. Et elle insiste, elle répète en boucle la même phrase pour lui demander s'il a provoqué du harcèlement à France Inter. Et c'est vrai que la séquence est très tendue. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Cohen ? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs ? Est-ce que vous êtes désagréable avec les gens avec lesquels vous travaillez ? C'est affirmé dans une enquête Mediapart. Non, est-ce que c'est... Non, mais on vous accuse de harcèlement. Oui. Monsieur Cohen, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous pouvez me répondre ? Ne détournez pas la question. Non, je ne vous détourne pas la question. Et on a vraiment l'impression qu'elle cherche une parade pour ne pas répondre à une question qu'elle aurait pu évacuer en quelques mots assez rapidement. Cet échange intervient en plein bras de fer entre la ministre de la Culture et les télés et radios publiques au sujet d'un projet de réforme de l'audiovisuel public. Avant d'aller plus loin, Benoît Daragon, quelle est l'idée en résumé ? L'idée, c'est de créer une holding,
Donc Radio France et France Télévisions seraient chapeautés par une direction qui prendrait des décisions qui s'appliqueraient à tout le monde. Le but, c'est de faire des économies ? Donc ça, c'était l'idée au départ de cette réforme. On nous parlait d'économie, on en parle moins aujourd'hui parce qu'on voit mal comment, en rajoutant un étage à ces énormes entreprises, en rajoutant une direction avec un conseil d'administration, un président, qui aura sans doute une secrétaire, des assistants, on n'est pas tout à fait sûr que les économies qui pourraient être réalisées en fusionnant un service ou un autre dans les deux entreprises compenseraient la création de ce nouvel étage. Et donc aujourd'hui, l'argument principal avancé par Rachida Dati, qui porte le projet, c'est de donner de la force à l'audiovisuel public pour pouvoir exister dans le paysage médiatique, c'est ça ? Oui, prenons un exemple très concret. La chaîne de télévision France Info. C'est la dernière des 4 chaînes info et elle a vraiment du mal à exister face à BFM, CNews et LCI. Cette chaîne, elle est cofabriquée à la fois par la radio France Info et par France Télévisions. Et donc aujourd'hui, quand il faut prendre une décision sur la chaîne, si Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, n'est pas d'accord avec Sybille Veil, la patronne de Radio France, eh bien, on ne peut pas avancer, la décision n'est pas prise. Et donc avoir une direction unique, ça permettrait de prendre l'étage au-dessus, une décision qui s'applique à tout le monde. Cette réforme est évoquée depuis au moins 2017. Dès novembre 2017, un document de travail du ministère de la Culture évoque une holding, une maison mère pour chapeauter radio et télé publique. On en reparle ensuite en 2019, notamment. Le ministre de la Culture à l'époque s'appelle Franck Riester. Qu'est-ce qui est dit à ce moment-là ? Lui, il porte ce projet depuis assez longtemps. À l'époque, on débat pour savoir s'il faut faire une holding ou s'il faut fusionner les deux entreprises. C'est-à-dire carrément faire une entreprise unique. Ça veut dire qu'au lieu d'être salarié soit de France Télévisions, soit de Radio France, les personnels seraient payés par quelque chose qui s'appellerait France Média, qui serait une entreprise unique. Mais ça demande beaucoup de négociations avec les syndicats parce que les grilles de salaire ne sont pas les mêmes dans les deux entreprises. Il y a des conventions collectives qui ne sont pas les mêmes. Donc ça nécessiterait beaucoup d'investissements et on n'est pas sûr, là encore, qu'à la fin, les finances publiques soient gagnantes d'une fusion. Donc cette piste de la fusion, elle est abandonnée et très vite, on commence à parler d'une holding qui est plus facile et plus légère à mettre en place. Oui, il y aura une société mère, une société holding qui détiendra, comme ça a été très bien dit, 100% des actions des 4 sociétés qui seront membres du groupe, France Télévisions, Radio France, l'INA et France Média Monde. La société holding, on veut que ça soit une société légère, en charge de la stratégie, en charge de l'organisation, de la cohérence des projets et des organisations, peut-être de trouver des dispositions pour trouver des effets leviers en termes d'optimisation. Le projet a été reporté en raison de la crise du Covid-19 à partir de début 2020 et on reparle beaucoup de cette réforme après la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture le 11 janvier 2024. Ludwig Gallet, Rachida Dati, c'est une figure de la droite. Rachida Dati s'est fait connaître aux côtés de Nicolas Sarkozy en 2007. Elle était à l'époque porte-parole de sa campagne présidentielle. Nicolas Sarkozy, une fois élu à la présidence de la République, l'a récompensée en la nommant garde des Sceaux, ministre de la Justice, dès 2007, dès le début de son mandat. Ensuite, elle a poursuivi son parcours politique au Parlement européen où elle a été eurodéputée pendant 10 ans, de 2009 à 2019. C'est aussi une figure locale à Paris, où elle préside le principal groupe d'opposition à Anne Hidalgo et elle fait aujourd'hui figure de favorite pour les municipales de 2026. Et elle est maire du 7e arrondissement. Rachida Dati s'empare du projet de réforme de l'audiovisuel public. Pourquoi, d'après elle, d'après ce qu'elle met en avant ? Avec cette réforme, Rachida Dati entend préserver, sauver l'audiovisuel public français face à la menace des géants du numérique qui ont bouleversé d'ores et déjà les consommations des Français. Investir massivement pour contrer les plateformes, les grands groupes privés qui se structurent, qui se constituent et qui évidemment bouleversent et impactent aussi la qualité de l'information. Donc clairement, elle affirme que c'est pour défendre l'audiovisuel public, mais, vous l'avez rappelé, Rachida Dati est candidate au municipal à Paris en 2026 et faire adopter cette réforme pourrait l'aider dans le cadre de cette élection. Pourquoi ? Donc Rachida Dati a besoin d'un bilan, tout simplement, au ministère de la Culture et l'obtention de ce bilan passera par sa capacité à faire voter des réformes et notamment celle de l'audiovisuel public. Ludwig Gallet, est-ce que les députés de gauche à l'Assemblée n'ont pas le sentiment que Rachida Dati veut surtout affaiblir le service public qui ne la ménage pas ?
Alors c'est précisément l'argument qui est avancé par les opposants à cette réforme, qui estiment que la ministre de la Culture, à l'inverse, plutôt que de renforcer et de garantir l'avenir de l'audiovisuel public, entend avant tout l'affaiblir. Est-ce qu'il y a aussi l'idée, à droite, que les médias de service public sont trop orientés à gauche ? Oui, c'est une opinion qu'on entend souvent à la fois chez les dirigeants politiques de droite, mais aussi chez les électeurs de droite, de l'extrême droite. On le voit passer ses tweets toute la journée sur les réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est que Rachida Dati, elle-même, quand elle a été nommée ministre de la Culture, elle était venue au micro de France Inter, clamer son amour pour la radio publique, expliquer que si elle, qui vient d'un milieu plutôt défavorisé, elle avait tout appris, elle s'était fait une culture générale grâce à la radio publique. Ma vie s'est construite, je vous l'avais dit. Vous l'aviez dit ici à ce micro. Elle s'est construite par quoi ? Par l'audiovisuel public. Vous l'aviez dit à ce micro. La radio, on n'avait pas la télévision. Donc au début, elle clamait son amour, et ces dernières semaines, elle se montre très sévère, voire très virulente avec les médias publics. On parle à nouveau beaucoup de cette réforme au printemps 2024 parce que le texte arrive à l'Assemblée, mais le dimanche 9 juin 2024, suite à la défaite du parti présidentiel aux européennes et à la victoire du RN, Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée. Évidemment, ça gèle cette réforme comme tout le reste. À ce moment-là, l'hypothèse de voir le RN Jordan Bardella à Matignon est évoquée dans l'actualité. Finalement, après les législatives des 30 juin et 7 juillet, c'est le LR Michel Barnier qui est nommé Premier ministre, remplacé au mois de décembre par le MoDem François Bayrou. Mais, Benoît d'Aragon, l'hypothèse de voir un jour le RN à la tête du pays, c'est une crainte de plus pour les opposants à la fusion de l'audiovisuel public, parce que le RN a promis de privatiser télé et radio publique. Au moment de la dissolution, quand les Français ont réalisé que le RN pouvait tout à fait prendre Matignon et tout d'un coup diriger la France, il y a eu un grand vent de crispation dans l'audiovisuel public parce qu'ils se sont imaginés vendus à la découpe à des groupes qui ont déjà des médias, TF1, M6, le groupe Canal+ de Vincent Bolloré évidemment. Et donc tout le monde s'est mis un peu à avoir peur. Et c'est vrai que cette holding, et c'est aussi un argument qui est donné par Rachida Dati régulièrement, cette holding rendrait plus compliqué la vente de l'audiovisuel public. Parce que c'est facile de vendre France 2 ou de vendre France Inter, c'est relativement facile. C'est compliqué de tout vendre en même temps. Surtout si tout, d'un point de vue technique, technologique, administratif, si tout est fusionné, c'est beaucoup plus compliqué à privatiser, en tout cas en quelques mois. Benoît d'Aragon, au sein des entreprises de l'audiovisuel public, la présidente de France Télévisions dont vous parliez, Delphine Ernotte, elle est favorable au projet. Oui, elle est plutôt favorable, elle est même carrément en campagne pour cette holding. Elle trouve que c'est une bonne idée. Je vous parlais de l'exemple de France Info tout à l'heure, mais elle parle aussi de l'exemple de France 3, donc qui est ce réseau local où il y a des chaînes partout en France. Ce qui est la même chose à Radio France avec le réseau France Bleu qui s'appelle Ici Maintenant. Les deux entreprises ont essayé de travailler ensemble pour faire des matinales communes, pour essayer de regrouper les locaux, pour avoir les mêmes locaux qu'en radio, en télé. Mais si les entreprises veulent que les salariés, que les journalistes fassent à la fois de l'image et du son, qu'ils soient capables de monter un sujet pour le 20h et en même temps de faire un sujet pour Radio France, aujourd'hui, ça n'est pas possible. Et donc, si la volonté, c'est de faire des économies et de rendre plus effectif le travail des équipes sur le terrain, en France, partout sur le territoire, cette holding aussi, elle peut être un bon outil. Mais la présidente de Radio France, Sybille Veil, est contre. Oui, alors elle fait partie des opposantes au projet, elle est très hostile parce que souvent, l'histoire l'a montré, quand on fusionne de la radio et de la télévision, c'est au détriment de la radio. Il s'est passé la même chose il y a quelques années entre M6 et RTL. La direction d'M6 à l'époque a voulu un peu accélérer les plateformes entre les deux médias et finalement les audiences de la radio RTL ont dégringolé parce que l'image est toujours plus forte et qu'on va demander à des gens de l'image de faire du son. Et quand on fait du son, qui est juste une captation d'une émission de télé, c'est plus de la radio, c'est un flux audio, c'est pas tout à fait la même chose. On l'a vu aussi avec RMC et BFM TV, où ça a bien réussi à BFM TV, peut-être un petit peu moins à RMC. Donc il y a cette inquiétude latente. Et puis, une des critiques qui est faite à la télévision publique, c'est d'avoir à lutter contre Netflix, ce qui est très difficile. C'est-à-dire que la numérisation, elle a eu lieu, mais ils ne peuvent pas lutter entre le catalogue France.tv et le catalogue de Netflix, Amazon et compagnie. Alors qu'à Radio France, il y a une offre de podcast qui est très riche. Ils sont leaders en France sur le territoire de l'écoute en podcast. Et donc eux, ils disent, sur le numérique, nous, on a de leçons à recevoir de personnes parce qu'on est très bon. On est même un des exemples de réussite en France dans ce domaine. Ludwig Gallet, à l'Assemblée au printemps 2025, le texte sur la réforme de l'audiovisuel public a été plusieurs fois reporté et un jour, le mardi 1er avril, il y a eu un vif échange entre la ministre Rachida Dati et une administratrice de l'Assemblée. Expliquez-nous ça.
Alors c'était effectivement le 1er avril dernier au soir en commission des affaires culturelles. Le texte était examiné avant son arrivée en séance publique et l'examen de cette proposition de loi a été suspendu tardivement à la suite d'un échange qualifié de vif, de tendu entre Rachida Dati et une administratrice de l'Assemblée nationale. On ne sait pas exactement ce qui a été dit à la fois par la ministre et l'administratrice, mais c'est une scène qui a conduit la présidente de la commission à suspendre une fois de plus les débats autour de cette proposition de loi. Il y a vraiment eu de nombreux reports de ce texte. Il y a eu de très nombreux reports depuis plusieurs années désormais, au point que de nombreux députés qualifient aujourd'hui cette proposition de loi de texte maudit pour le gouvernement et tout particulièrement pour Rachida Dati. En raison d'un appel à la grève déposé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives pour défendre Radio France, ses radios, ses métiers, sa production, ses formations musicales et s'opposer au projet de holding de l'audiovisuel public, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser. Benoît d'Aragon, à la fin du mois de juin, les syndicats de France Télévisions et de Radio France, notamment, appellent à la grève. Est-ce que le mouvement est suivi ? Oui, il est très suivi, notamment Radio France, parce qu'on vient de le dire, ils sont très hostiles à cette holding. Et donc, les antennes de France Inter, les antennes de France Info, on entend beaucoup de musique. C'est la fameuse playlist qui remplace les journaux, les interviews, les chroniques. Et donc, oui, ce mouvement est très suivi, parce qu'ils ne sont pas du tout rassurés par ce projet, contre lequel ils manifestent leur hostilité depuis des mois et des mois. Et finalement, c'est le lundi 30 juin que le texte doit être examiné à l'Assemblée nationale. Mais juste avant, les députés se prononcent sur une motion de rejet de cette réforme. Alors effectivement, les députés examinent cette motion de rejet déposée par les groupes de gauche à l'Assemblée nationale. La question qui se pose à ce jour-là, c'est de savoir si une majorité de députés présents voteront ou non cette motion de rejet. Et à la surprise générale, les élus du Rassemblement national, qui entendaient plutôt s'abstenir lors de ce vote, ont rejoint les votes des députés de gauche et ont fait de facto tomber le texte en votant cette motion de rejet. Ludwig Gallet, ça ressemble donc à une bataille perdue pour Rachida Dati, mais ce n'est pas si simple. Pourquoi ? Alors effectivement, parce que sans cette motion de rejet, la ministre savait bien que les débats risquaient de s'éterniser à l'Assemblée nationale, avec une vive opposition de la gauche notamment, qui avait déposé des milliers d'amendements. Ils voulaient faire durer les débats. Le vote de cette motion de rejet permet d'enjamber l'Assemblée et d'aller directement au Sénat. Parce que là, concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour le texte ? Donc le texte revient au Sénat à compter du 10 juillet. Il faudra ensuite repasser tout de même par l'Assemblée nationale et cela pourrait se faire dès la rentrée du mois de septembre, en session extraordinaire, si l'on en croit un certain nombre de sources au gouvernement. Et donc officiellement, comment a réagi le cabinet de la ministre de la Culture, Rachida Dati, après le vote de la motion de rejet ? Ça pourrait surprendre en réalité cette réaction du cabinet de Rachida Dati, qui a salué une étape franchie avec le vote de cette motion de rejet et se disant satisfait de voir ce texte partir au Sénat. On l'a dit au départ, c'est le président Emmanuel Macron qui est à l'initiative de ce projet de réforme de l'audiovisuel public. Est-ce qu'on sait s'il soutient toujours autant cette idée aujourd'hui ? Alors depuis la dissolution, le président de la République se tient assez éloigné des affaires courantes du gouvernement, donc il garde une certaine réserve vis-à-vis des décisions qui sont prises par le gouvernement. Néanmoins, il a toujours montré un certain soutien à Rachida Dati en s'affichant avec elle, en la défendant dans des moments difficiles, lorsque des articles de presse sortaient sur les affaires auxquelles elle est liée. Donc on peut tout de même supposer que le président de la République est favorable à cette réforme. Est-ce que cette réforme est inévitable à ce stade ou bien est-ce qu'elle peut encore être abandonnée ? Alors c'est tout l'enjeu des débats qui auront lieu à compter du 10 juillet au Sénat et de la date de reprise de ces travaux à l'Assemblée nationale. Rachida Dati ne renonce à rien à ce jour. Elle veut à tout prix que cette réforme soit mise en œuvre et définitivement votée et elle fera tout, à n'en pas douter, pour que cela arrive. D'un mot, Benoît d'Aragon, chez les salariés de Radio France ou de France Télévisions à qui vous parlez, cette réforme, elle inquiète beaucoup ? Oui, elle continue d'inquiéter, comme elle inquiète depuis plusieurs années. Après, ils ont conscience que cette réforme, elle est maudite. Ça fait presque bientôt 10 ans qu'elle est portée régulièrement par le gouvernement. Et là, ils espèrent un nouveau rebondissement, un énième rebondissement qui ferait que cette loi ne verrait jamais le jour.
Merci Benoît d'Aragon, Ludwig Gallet. Cet épisode de Code Source a été produit par Pénélope Gualquierotti, Clara Garnier-Amouroux et Anaïs Godard. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à nous laisser des commentaires ou à partager. On vous invite aussi à écouter Crime Story, notre podcast hebdomadaire de faits divers. Chaque samedi dans Crime Story, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau, avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.